Est-ce vrai aujourd'hui l'état des droits en République démocratique du Congo existe? Félix-Antoine Tshisekedi, 4 ans et demi après, est l'homme à démontrer de quoi il est capable? Est-ce l'UDPS au sommet du pouvoir? Ils sont en train d'apprendre ou ils sont en train d'exécuter les plans de 37 ans de l'opposition, le projet des sociétés? Aujourd'hui, est-ce vrai? Le régime actuel est en train de tâtonner. Est-ce aujourd'hui la Cour constitutionnelle est entre les mains du régime? Aujourd'hui, la justice est-elle instrumentalisée? Où en sommes-nous avec le peuple d'abord? Il avait dit, il se sentirait dans sa peau d'un vrai président s'il y a la paix à l'Est. Aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Le M23 continue à tuer des Congolais. Il y a plutôt des civils, les Ouazalendo, qui sont en train de prendre le devant pour se sauver. Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec notre invité d'aujourd'hui, lui qui s'appelle Maître Bernard Takaiché, ancien vice-ministre de la Justice en République démocratique du Congo sous le régime Tshisekedi, sous les commandements de l'ancien Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Maître Bernard Takaiché, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin. Et je précise que vous êtes aussi au cadre de l'UDPS. Tout à fait. Parti au pouvoir. Je m'appelle Bernard Takaiché, comme tout le monde le sait, et vous l'avez dit. Je suis, je ne cesse de le dire, je suis membre de l'UDPS pendant plusieurs années. Et donc, je suis un cadre du parti et bon, voilà, j'ai gravi beaucoup d'échelons au sein de l'UDPS et je continue à fonctionner dans cette formation politique comme d'habitude. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une information pour vous, je suis candidat député national dans ma circonscription de Pangui. Pangui à Maniema? Dans le Maniema, oui. Vous êtes notable du coin. Oui, justement. J'ai vu les images dans les réseaux sociaux. Oui. Les gens vous amenaient à Tupoï. On ne comprend pas. Tout ça parce que vous êtes leader ou parce que ces gens-là sont des naïfs? Ce n'est pas un problème de leadership, mais tout simplement je suis aimé par ma population. Je suis l'homme qu'il faut, selon eux. Et bon, voilà, je pense peut-être qu'ils ont besoin d'une personne comme moi. Et s'ils estiment que je peux être leur leader, tant mieux. Tant mieux. Mais moi, personnellement, je ne peux pas, avec toute modestie, je ne peux pas me considérer comme leader. C'est à eux de dire, non, c'est notre leader. Et je pense que nous sommes entrés dans ce sens-là, qu'ils me considèrent, avec toute cette considération-là. Je crois qu'ils attendent beaucoup de moi. Et je pense que ça va aller. Beaucoup de vous comme notable du Maniema, mais quelqu'un m'avait dit, qui est aussi candidat de ce coin, il m'avait dit qu'il faut renouveler la classe politique, il faut changer l'ancien système. Vous avez y à travailler, mais vous n'avez rien fait sur ce que le Maniema a besoin de la nouvelle énergie. Face à cette manière de penser de la nouvelle classe, nouvelle génération, ça vous dérange, vous les anciens? Non, je ne sais pas si je dois me considérer comme ancien ou nouveau. Okay. J'ai commencé la politique active dans le sens d'être dans le gouvernement il n'y a pas longtemps avec l'UDPS, okay, quand l'UDPS est arrivé au pouvoir. Donc c'est pour dire que nous n'avions jamais exercé un quelconque pouvoir et c'est avec Tshisekedi que je suis entré dans la politique active. Et lorsque j'ai été nommé vice-ministre de la Justice, vous savez que c'est une position beaucoup plus délicate au sein du gouvernement. Et Dieu aidant, comme on dit, les malheurs des uns font les bonheurs des autres. Et à mon titulaire qui avait démissionné pour des raisons que vous connaissez. Et je suis resté pendant 11 ans en train de gérer ces ministères-là. Qu'est-ce que j'avais fait? 11 mois. Pendant 11 mois, pratiquement, en train de gérer ces grands ministères-là. Qu'est-ce que j'avais fait? Bon, je ne sais pas dire que j'avais fait quelque chose chez moi dans le Maniema, mais les initiatives que je prends pour le développement de cette province, je crois peut-être que certains pouvaient croire que je suis l'homme qu'il faut pour le Maniema dans son ensemble et pour
mon territoire natal en particulier. Donc, s'il faut que je me dise, je me situe, je pourrais me situer en tant qu'une nouvelle classe avec une nouvelle vision du développement de chez nous. Et donc, comme je l'ai toujours dit, dans le maniement en général, en tant que particulier, nous avons un manque criant de leadership. Ok. Nous avons un manque criant de leadership et je pense peut-être que ma modeste personne pourra compenser ce manque de leadership. Et avec la vision que nous avons, je pense peut-être que lorsque cette population pourra m'accorder sa faveur, de pouvoir travailler avec cette population et être leur leader vraiment, c'est-à-dire me donne une parcelle de pouvoir, je pourrais mettre toute mon intelligence, toute mon expertise, toute ma capacité à la disposition des enfants de Maniema en général et de Pangui en particulier. Voilà, mais parce que quelqu'un m'avait appelé pour me dire que vous continuez, vous l'UDPS, et surtout vous, Maître Bernard Takaïché, vous maîtrisez bien les lois de la République, mais vous avez commencé la campagne avant la campagne. Mais pourquoi on voit vos gens en train de sensibiliser, mobiliser les gens, et pourquoi vous le faites en violation de la Constitution? Non, je ne sais pas qu'est-ce que les gens comprennent quand ils disent qu'on a commencé la campagne avant la campagne, et qu'est-ce qu'ils ont vu comme quelque chose de campagne. Mais dans toutes les façons, il y a toujours une sorte de pré-campagne. Est-ce que c'est constitutionnel? Pré-campagne? Non, ce n'est pas constitutionnel. Mais ce qui n'est pas constitutionnel, donc c'est une violation de la loi. Non, on n'a pas violé la loi. Et je ne crois pas que... Bon, il y a certains d'entre nous, des candidats députés, qui violent manifestement de loi. Comme vous aussi. Mais moi, personnellement, je ne crois pas avoir violé cette loi-là parce que je n'ai rien fait de spécial. Je vous envoie de vidéos parce que les gens m'ont dit, ils ont vu les gens avec vos polos, vos effigies, et certaines personnes en train de... Mais les effigies, on les porte depuis des années chez moi. Je n'ai pas aujourd'hui, c'est moi que je fais. Mais le moment est crucial, mais pourquoi vous... Non, écoutez, vous n'allez quand même pas dire à quelqu'un de chez moi là-bas, et parce qu'il a trouvé que bon, dans ce polo-là, il peut être à l'aise, et de lui dire, écoutez, bon, c'est pas parce que c'est pas le moment de campagne, il enlève parce qu'il y a la figure de Maître Takaïché. Non, je ne crois pas que ça doit se passer de cette façon-là. Faire campagne, c'est mettre des instruments nécessaires pour battre campagne, et ainsi de suite, des numéros, crier, patati patata. Non, ce n'est pas le cas. Non, mais si quelqu'un a porté un polo, il y a des effigies un peu partout, de calico, de ceci, tout ça. Un peu partout, vous allez dire que c'est le début de campagne. Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez un discours nouveau pour le Maniema? Il semble que ce coin-là a des hommes intelligents, mais vous proposez presque rien pour eux. Et les gens qui vous ont précédé, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de loi orientée dans le sens du développement. Maniema, Pangui, et vous, si on vous élu, ce n'est pas encore au moment de campagne, mais c'est important, quelle serait la priorité, l'axe prioritaire, la première proposition de loi que vous allez amener? Vous savez d'abord, Monsieur Delphin, je ne crois pas, et là c'est une très mauvaise perception que vous donnez à notre population en général. Un député national comme provincial n'a pas vocation à gouverner. Orienter, du moins, le projet du développement, influencer le gouvernement, interpeller le ministre. A vocation de contrôler, légiférer, ainsi de suite. Pas gouverner. Ça, c'est un aspect du gouvernement lorsqu'on dit comment on peut. Non, mais dis-moi, nous avons une vision, nous avons une façon de voir les choses, nous avons une perception de voir les choses, comment nous pouvons développer notre... J'avais toujours dit, et je l'ai toujours dit, que nous avons de l'eau, nous avons la forêt, nous avons des terres fertiles, nous avons des minéraux. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas décoller. Je ne vois pas. C'est un problème de leadership, un problème de management. L'incompétence. Non, évidemment. Manque de capital humain important pour élever les défis. Cet aspect-là. Oui. Et c'est ça ce que nous voulons compenser. Nous voulons apporter un autre souffle, une autre façon de voir, une autre perception pour voir comment est-ce que nous pouvons développer le maniement en général et en particulier
mon territoire de Pangui. Et je crois que c'est possible. J'ai toujours dit, tout est possible. C'est une question de volonté politique, une question d'expertise, une question de compétences. Voilà, une question de compétences. Loin de moi de vous amener dans les polémiques, mais je suis journaliste et je n'ai pas des gants ici. Vous voulez devenir député. Connaissez-vous les noms de députés de votre circonscription? Oui, je connais. Ce sont des frères avec qui on partage des fois des idées. Qui Nous avons Kokonyangé, bon, pour ne pas faire leur publicité ici. Et nous avons M. Kokonyangé, qui est un frère qui est dynamique dans sa formation politique et qui a sa façon de voir les choses. Oui, l'homme qui a amené des forages, il a construit. Ça, j'ignore, je ne sais pas ce qu'il a fait de spécial. Il a fait les études au Japon. L'homme est suffisamment écoutez, faire les études au Japon, aux États-Unis, en République démocratique Congo, on est tous des gens qui ont étudié et chacun a une expertise selon les domaines qu'il a embrassés. Il ne va pas me dire qu'il est plus juriste que moi. Moi, je ne peux pas dire que je suis plus... Bon, vous êtes un peu local, mais lui et les autres, ils ont étudié. Bon, écoutez, c'est vous qui dites que je suis local, mais moi, j'estime que je suis ce que je suis et je fais ce que je fais et j'ai tout simplement... moi, j'estime que je suis la personne la mieux indiquée pour développer le maniement, donner un autre souffle, une autre vision, une autre image du maniement. Vous savez, depuis que notre régime est là, depuis que l'UDP est au pouvoir, nous n'avons jamais fait un effort pour que le président de la République arrive dans le maniement. Et ce n'est pas normal. Vous n'avez jamais? Jamais le président n'est arrivé à... Parce qu'il n'y a pas de leader là-bas. C'est tout simplement parce qu'il n'y a personne qui peut... C'est tout simplement parce qu'il y a un problème de leadership. Et je ne cesse de marteler là-dessus. Il y a un problème de leadership. Parce que le président, il n'est pas simplement le président du Maniema, évidemment. Il n'est pas le président il est le président de toute la République. Et il a un agenda chargé. Mais il faut savoir bousculer l'agenda du chef. On ne peut pas le bousculer pour le bousculer. Il faut savoir comment y entrer, bousculer le président, pour qu'il ait une attention sur la province. Vous avez escamoté ma question. Je reprends encore cette question. Ce n'est pas encore un moment de propagande, mais c'est important. Si vous êtes élu, si la population vous fait confiance, quelle serait la première proposition de loi pour l'intérêt du grand Maniema? Non, écoutez, je ne peux pas simplement... Non, écoutez, un député ne peut pas simplement... Mais vous avez quand même des lois dans votre bagage, quand même. On est député national. Oui. On n'est pas un député régional, provincial. Non, on est député provincial. Lorsqu'on fait une loi, on propose une loi, ce serait une loi pour l'intérêt national. Il y a des vacances parlementaires pour aller prendre les désigrata de la population aussi. J'ai effectué des déplacements sans être député, sans être ministre. J'ai effectué des déplacements. Chez moi, vous avez dit, on m'a transporté sur les typos. Il y a une foule de gens qui attendent. Autant déjà, j'ai vu des vidéos. Beaucoup de mots. C'est comme ça que je suis en train de regarder ce que je peux faire pour cette population-là. Et je me dis, je dis simplement à cette population de me faire confiance et puis bon, et tout le reste. Et je note que vous n'avez pas encore de proposition de loi, vous irez faire du plagiat alors au Parlement parce que jusque-là, j'ai répété la question 2 fois, vous n'avez pas l'idée de ce que vous pouvez proposer en premier lieu. J'ai dit, un député n'a pas simplement vocation de faire des lois beaucoup plus régionales. Mais vous faites, vous avez la situation de la population de Maniema, vous connaissez leurs problèmes. Non, je ne dois pas... Non, c'est là que les gens ne comprennent pas certaines choses. Il ne faut pas induire la population pour dire que lorsqu'on passe député, on va faire une loi par rapport à sa province. Non, par rapport à la République, mais sa province peut aussi en bénéficier. Par rapport à la nation. Nous avons beaucoup de choses. Le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un chantier. C'est un chantier, il y a encore beaucoup. Rien n'est encore fait au Congo. C'était un chantier, Kabila avait déjà nous avons un problème. Fait quitter le Congo dans les chantiers. Non, écoutez. C'est un chantier, vous vous rappelez avec Kabila. Ça, c'est n'importe quoi. Je dis, pour ne parler que du Maniema, je crois l'avoir dit et je le dis, je ne cesserai de le dire.
La première des choses, c'est de chercher comment d'abord désenclaver cette province. Ok. C'est la première chose. La priorité des priorités. Priorité des priorités, il faut désenclaver. Parce qu'on ne peut pas avoir un investisseur qui viendrait au Maniema chercher à investir, alors qu'il ne sait pas comment il va évacuer ses marchandises, ses produits. C'est inconcevable. On ne sait pas non plus comment la population a besoin de tel produit, mais comment acheminer ces produits jusqu'au Maniema. C'est difficile. Donc, il faut désenclaver cette province. Et comment le faire? Il faut toujours, c'est ça ce que j'ai dit, il faut un leadership fort. Il faut des gens compétents. Il faut des gens avertis, des gens qui ont une autre perception, une autre façon de voir les choses. Des gens qui savent faire le management. Parce qu'on ne sait pas toujours dire, écoutez, bon, on va mettre tout notre espoir au gouvernement central. Il faut avoir des initiatives locales. C'est-à-dire quoi? J'ai dit, nous avons des minéraux, nous avons de l'eau, nous avons une centrale qui est en train de moisir. Moisir? Oui, justement, en train de moisir. Mais il y a un gouverneur là-bas qui malheureusement, est le représentant du chef de l'État. Malheureusement, rien n'est encore fait. Vous pensez qu'il n'est pas... Il est limité parce qu'il est intérimaire? Est-ce que... Bon, je ne sais pas entrer dans cette polémique-là. Nous sommes dans une période beaucoup plus cruciale où nous devons chercher à nous ressouder en tant que membre d'une seule formation politique et aller de l'avant pour gagner et apporter un nouveau souffle. Voilà comment moi je vois. Nous avons des minéraux, nous avons de l'eau, nous avons tout ce qui est nécessaire dans le Maniema. Je vois mal comment est-ce que nous ne pouvons pas nous développer. Pourquoi nous ne pouvons pas intéresser des gens qui peuvent nous aider à désenclaver cette province-là? Les gouvernements en général. Le gouvernement ne peut attirer l'attention de ce gouvernement que lorsque nous lui apportons des initiatives précises, claires et correctes. Merci, Maître Bernard Takaiché. Je précise qu'il est ancien vice-ministre de la Justice sous le patronat de l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. C'est l'homme qui avait fait l'intérim de Tunda et à Kassende. Il est au cadre de l'UDPS. Monsieur Bernard Takaiché, quand vous parlez de votre province Maniema, je me suis inspiré à un homme de la bonne gouvernance, monsieur Matata Pognou, qui a développé Kimdo aujourd'hui. On peut les transférer vers chez vous. Il peut quand même vous aider parce que l'homme a les initiatives, hein, Matata Pognou. C'est un modèle aussi pour la nation? Oui, non. Matata a développé le Maniema, je ne crois pas trop. Matata a une certaine... C'est un monsieur intelligent, un monsieur qui a, des initiatives. Il a construit une université. Bon, on a essayé de macadamiser certaines artères la grande artère de la ville, mais ce n'était pas suffisant. Pendant qu'il avait l'impérium, le moyen suffisant pour faire développer cette province-là. On ne pouvait pas rester, on ne pouvait pas être ce que nous sommes. Si, effectivement, Matata avait très bien travaillé pour le compte du Maniema. Évidemment, il n'était pas seulement le Premier ministre du Maniema. Ça aussi, il faut le dire. Il n'était pas simplement le Premier ministre du Maniema, il était le Premier ministre de tout le monde. Mais l'équipe alors, je dirais aussi, peut-être qu'il, je ne sais pas trop comment il fonctionnait, peut-être qu'il affectait beaucoup d'argent là-bas, mais ceux qui gouvernaient, peut-être qu'ils faisaient... Ils ont fait pied de figure parce qu'ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire. On ne pouvait pas parler de l'enclavement de cette province pendant que nous avions toutes les possibilités. On avait Matata comme Premier ministre, on avait Chadari comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous avions beaucoup de gens qui étaient... Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour que les choses aillent de l'avant? Mais chacun s'occupait peut-être de sa province natale, de son contrée natale peut-être. Non, mais quand vous voyez Kassongo, c'est toujours la même chose. Mais comment Kindu est un peu avancé par rapport à... Qu'est-ce qu'il vous dit que Kindu était pas avancé? Mais j'ai vu les images, hein, j'ai vu les images. Je peux encore vous donner une autre image où Kindu est coupé. Il y a une grande artère du côté de Cohydro où Kindu est coupé presque en deux. C'est vrai ça? Mais justement. Mais Matata Pognou est vivant, mais moi j'ai lu suivi. Vous pensez qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose? Non, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement provincial qui est là, qui devrait faire ce travail-là. C'est le numéro 1 de Matata Pognou, c'est votre numéro 1, hein, l'homme qui
Non, écoutez, on n'est pas venu, je ne suis pas venu parler de Matata Ponyo ici pour faire sa publicité. Ok. Hein, je sais que Matata Ponyo, c'est un garçon, c'est un monsieur qui est intelligent, ça il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui est un technocrate, hein, qui a des initiatives. Bon, le reste, bon, ça c'est lui. Hein. Alors, je ne sais pas faire la publicité. merci, Maître Bernard Takashi, parce que nous avons cité le nom de M. Matata Ponyo. Et il est candidat président de la République parmi les 24 noms de candidats à la présidentielle de 2023. Son nom est retenu. Et, comme homme de droit, pensez-vous que Matata Ponyo, sa candidature peut passer à la Cour constitutionnelle? Écoutez, je dis encore une fois de plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que il a des pépins juridiques. Pourquoi vous me posez tout simplement? Parce que nous sommes d'une même province? Ou pourquoi vous parlez? Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il vous a dit qu'il faut, dès que vous recevez Takaïche, vous allez parler de moi ou non, quoi, non, je fais que poser la question. Je fais que poser la question. J'ai bien dit comme un scientifique, vous enseignez à l'université. Il y a beaucoup de choses d'actualité sur lesquelles nous pouvons épiloguer. Et puis bon, voilà, évidemment, bon, s'il faut que je parle de Matata, j'ai dit que c'est un monsieur qui est un technocrate. Moi, je ne le considère pas vraiment comme un politique. C'est un technocrate qui peut être bien pour l'exécution de certains projets. Alors, dire que si sa candidature peut passer, je ne peux pas. Face aux pépins juridiques, vous êtes un homme de droit. C'est quelqu'un qui n'est pas condamné. Jusque-là, il n'est pas condamné. Il n'a pas une nationalité douteuse. Il est marié. Il n'a rien qui peut empêcher à ce que sa candidature ne soit pas. Malgré les dossiers de Bukangolonzo, des 280 millions, il est devant le dossier. La loi ne dit pas que lorsqu'on est en conflit, on est devant la justice pour tel ou tel forfait, on est éligible. On est inéligible. Non. La loi est claire. Il est une personne qui a tout son droit civique. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne peut pas... Un candidat président de la République, la probité morale ne compte pas? Je ne sais pas, vous allez parler de la probité morale par rapport à quoi? Mais il est cité dans un dossier. Il est cité dans un dossier, il n'est pas encore condamné. Monsieur Matata n'est pas encore condamné. Je dis encore, je ne suis pas venu parler de Matata ici. J'ai dit en substance que Matata n'est pas encore condamné jusqu'à preuve du contraire. Donc vous faites les tabula rasa. Il peut toujours, je ne crois pas que c'est sur base de cet élément-là qu'il est poursuivi par la justice, qu'on peut élaguer sa candidature. Je ne crois pas, parce que la loi ne le dit pas. Si la loi le disait, j'aurais dit, parce que moi, intellectuellement parlant, je n'ai pas froid aux yeux quand je parle de quoi que ce soit, même des choses qui sont à l'encontre de notre régime. Voilà, de votre famille politique. Pour des raisons d'honnêteté. Merci. Vous n'agissez pas par procuration, je comprends. Contrairement, les autres agissent comme ça. Je ne suis pas appelé à agir par sentiment ou c'est pas moi là, non. Mais il y a des autres qui agissent comme ça. Les autres, ce sont les autres. Par procuration, dans notre régime, il y a quand même des gens qui subissent les dictats des autres. Non. Personne ne subit les dictats de telle ou telle autre personne. Tout le monde est libre. Chez nous, c'est la démocratie. L'UDPS. Bien sûr. Je suis là, je suis en train de parler. La démocratie à la manière de l'UDPS, mais pas à la manière de la RDC. Je suis devant la télé, je suis en train de parler et je vous dis, il n'y a personne qui peut m'empêcher, moi, de parler. Lorsqu'il s'agit, si je dois parler, personne ne peut me l'interdire. Surtout quand il s'agit de matières qui relèvent de la science, je ne peux pas transiger. Comme les autres qui font du populisme, des histoires comme ça, ou des tambourinages, ou quoi là. Non, je dois rester lucide, je peux me tromper, mais je reste sur mes bottes. Merci, je salue le président Willy Makiashi, secrétaire permanent, chef du parti du PALU, parti Lumumbisa unifié, député national, professeur des droits constitutionnels. Il m'a dit Takaïche, c'est un homme intelligent, c'est quelqu'un qui aime la science. Alors, Maître Bernard
Takaïchi, nous avons vu la CENI confirmer le 24 candidats retenus, mais la liste est transférée à la Cour constitutionnelle. Il y a quand même ceux qui pensent que la CENI n'a pas bien fait son travail, mais ce qui est vrai que la CENI a aussi des juristes. Pensez-vous que la CENI avait bien fait son travail pour dire que tous les candidats, personne n'a des problèmes? Non, je ne sais pas dire que la CENI a bien fait son travail ou n'a pas bien fait son travail. Dès lors que la CENI a pris cette décision, ce qu'il a estimé, c'est sur base d'un certain dossier ou des dossiers de chaque candidat. Elle a examiné les dossiers de chaque candidat et elle s'est prononcée là-dessus. Et il appartient à la Cour constitutionnelle, là où il y a des juges, des gens qui doivent dire le droit, d'examiner, de réexaminer ce dossier, comme la loi lui reconnaît cette compétence, et de dire qui peut ne pas être candidat. Voilà, c'est un peu... J'aimerais tout simplement savoir, je répète, la CENI a des juristes, la CENI a des hommes de droit, la CENI a vérifié, a vu qu'il n'y a rien. Chaque candidat peut compétir. Et les dossiers transférés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a aussi des juristes et des gens qui peuvent également vérifier. Alors, la loi ou les lois de la République, ça ne peut pas changer une fois à la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire que la Cour constitutionnelle ne peut que reconduire parce que la Sénat a déjà fait le premier pas. Il y avait des juristes. Vous êtes journaliste, mais je vous conseillerais de vous informer davantage du fonctionnement de nos institutions. En droit, il y a ce qu'on appelle les doubles degrés de juridiction. C'est un principe. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous êtes justiciable devant une juridiction, et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la décision de cette juridiction-là, la loi vous dit, vous pouvez faire appel de cette décision-là. En plus de cela, vous pouvez aller en cassation, vous pouvez vous pourvoir en cassation. Ce n'est pas parce que ce juge-là qui a dit le droit, il n'est pas juriste, qui a dit en premier le droit, en première instance le droit, il n'est pas juriste. Il est juriste comme le juge d'appel, comme le juge de la cassation. Il y a les degrés. Il y a des degrés. Ce sont tous des juristes, mais à des degrés différents. Mais pourquoi ce principe de double degré de juridiction? Le juge, il n'est pas exclu que le juge de première instance puisse se tromper sur quelque chose et qui peut être rattrapé par le juge d'appel. C'est ça. Ce n'est pas pour rien que la loi de notre pays avait prévu l'examen des dossiers par la CENI, qui est l'organe compétent pour recevoir et examiner les dossiers des candidats. Et cet examen ne doit pas se limiter simplement à son niveau. Elle doit ramener ce dossier-là à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, pour réexaminer et voir si la CENI, qui est l'organe compétent, a bien regardé les dossiers de chacun des candidats. Ce n'est pas pour rien. C'est comme qui dirait, c'est le principe de double degré de juridiction, comme je l'ai dit dans le jargon Alors, le juge va vérifier, c'est légal. Il vérifie. S'il trouve qu'il y a un certain, je ne sais pas qui, son dossier n'est pas soit complet ou il y a des irrégularités, il sera obligé d'être invalidé. Alors, Maître Bernard Takaïchi, parce que nous parlons des candidatures de président de la République, parce qu'il y a 24 candidats, nous avons suivi ces derniers temps, les gens ont déposé les requêtes. Quels sont les documents voulus pour que la candidature soit retenue? Non, mais il faut d'abord que vous soyez de nationalité congolaise. Ça, c'est évident.
et que vous ayez d'autres documents supplémentaires, registrés de ceci, avoir un diplôme, et avoir, soit si à défaut des diplômes, il faut avoir exercé des fonctions politiques, ou ne sais pas, faire la politique, avoir fait la politique pendant plus de 5 ans, quelque chose comme ça. Ce sont là les différentes conditions. Évidemment, je ne sais pas les énumérer toutes ici. Mais pour ce qui est des nationalités, si vous n'avez pas la nationalité congolaise, c'est tout à fait évident que vous ne soyez pas, que votre candidature ne soit pas validée. Si vous avez une nationalité, vous avez la nationalité congolaise, mais si cette nationalité-là a été, si vous avez acquis une autre nationalité en dehors de la nationalité congolaise, vous serez exclu de la compétition. Dans le premier élément, c'est la nationalité. Exclu la nationalité congolaise. Donc le premier élément, l'élément le plus important, ou la première conditionnalité, c'est être congolais. Oui, être congolais. Congolais, mais pas congolais des pères et des mères, mais congolais. Être congolais. Congolais. Est-ce qu'il y a des degrés de congolité? Ben, oui, il y a le Congo, il y a la nationalité d'origine, comme moi, comme vous, j'imagine. Je le suis. Bon, en fait, c'est vous qui me le dites. Il faudra que la Cour constitutionnelle vous dise réellement si vous êtes... Ne vous fiez pas de la beauté cosmétique. Moi, je vous dis que je suis de père et de mère congolais. Et je n'ai jamais été condamné. Je suis là, j'ai encore mes droits civils. Donc, c'est une des conditions. Et du moment où vous avez acquis une autre nationalité, en dehors de la nationalité congolaise, on est d'office, on n'est plus congolais. Parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire que cette nationalité-là, lorsque vous l'avez, vous ne pouvez pas avoir une autre nationalité qui serait concurrente à la nationalité congolaise. Et donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez acquis une autre nationalité, tout en étant congolais, vous acquérez une autre nationalité, eh bien, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Alors, pour répondre à votre question là, il y a la nationalité d'origine, nationalité congolaise d'origine, et les naturalisés. Ok. Il y a par naturalisation et le ius soli, le ius sanguini et le... Pardon. Pour ceux-là qui sont des nationalités par naturalisation, ce sont des Congolais qui ne sont pas d'origine. Okay. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et qui voudraient acquérir notre nationalité. Il y a des conditions pour avoir cette nationalité-là. Et voilà, je crois que certains d'entre nous, certains parmi les candidats, peuvent être dans cette condition-là. Alors la question précise, il faut être congolais pour postuler. Tout à fait. Quelle que soit la forme, mais congolais d'abord. D'abord congolais. D'abord congolais. Oui. Vous pouvez, si vous avez cette nationalité par un document qui atteste, donc vous pouvez postuler comme candidat président de la République. C'est différent. Avec les États-Unis, il faut naître au sol américain pour postuler comme candidat président de la République. Chez nous, c'est différent. Oui, c'est ça. Bon, chez nous, il faut d'abord être congolais. Mais chez eux, il faut avoir la naissance dans l'air seul. Non, moi, je ne sais pas comparer. Pas le droit mais chez nous, si vous avez un document qui atteste que vous êtes congolais... Non, il ne suffit pas simplement d'avoir un document. Avoir des documents, il faut l'avoir de bonnes manières. Voilà, avoir un document avec tous les cachets possibles que vous êtes congolais. Écoutez, sur papier, vous pouvez... on peut même avoir Vendôme ici, et s'il a un document qui atteste qu'il est congolais, il peut postuler. Pourvu qu'il ait acquis cette nationalité-là. Mais c'est ce que je dis. Il y a une procédure. Il ne suffit pas simplement que vous tombez du ciel et que vous devenez directement congolais. On vous donne la nationalité congolaise. Oui, je me répète, il y a une loi qui réglemente ça. Et donc, on ne peut pas devenir congolais n'importe comment. Il y a toute une procédure. Merci, je me répète. Il faut avoir fait plusieurs années, autant d'années, et ainsi de suite, demander, et puis on étudie les dossiers, et puis
Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je peux être 50 Ougandais, 50 Français. Je viens ici, mon père est un Français, ma mère est congolaise. Je viens ici et après 10 ans, 15 ans, 20 ans, je demande la nationalité congolaise. Mais en sachant que mon père était un Français, si on me donne cette nationalité par un document qui atteste que je suis congolais, je peux procéder comme candidat président de la République. J'ai dit, par principe, oui. Oui, ok. Mais on ne peut pas l'acquérir n'importe quoi. Il y a toute une procédure. Merci. Il faut avoir vécu au Congo pendant autant d'années. Il faut avoir il y a beaucoup de conditions. Par exemple, Mukwege a dit il a vécu au Congo pendant 40 ans, donc lui, il peut être dans de bonnes conditions. Au cas où il n'était pas congolais. Attendez. On peut avoir vécu au Congo pendant autant d'années. Mais si on n'a jamais sollicité cette nationalité congolaise, on ne l'est pas. Ok. On ne l'est pas. Il faut l'avoir sollicité et obtenir. Ok. Mais Maître Bernard Takaichi, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question comme un scientifique, ancien vice-ministre de la Justice. Vos étudiants sont en train de vous suivre. Les pays vous regardent. Votre vie politique en dépend. J'ai suivi l'ancien ministre de la Justice, si je peux avoir la photo, Alexis Tambwe Mwamba, en 2017, 16 ou 15, l'homme disait que l'un des candidats aujourd'hui, qui est retenu par la CENI, il n'était pas congolais. Moïse Katumbi. Aujourd'hui, en écoutant M. Alexis Tambwe Mwamba, il a dit que Moïse Katumbi a le droit de compétir, d'aller aux élections. Vous étiez ministre de la Justice, vice-ministre de la Justice. Qu'avez-vous trouvé sur la table? Moïse Katumbi était congolais, était américain, était italien ou il était juif? Monsieur Delphin, je commence d'abord par dire que quand j'étais ministre de la Justice, je n'avais pas simplement... ce n'était pas à l'ordre du jour que je puisse étudier les dossiers de Katumbi, parce que ça ne faisait pas l'objet d'une quelconque contestation en ce moment-là. Okay. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je pouvais traiter les dossiers de M. Katumbi. Ça, c'est d'un. Des deux, j'ai suivi comme vous, tout le monde a suivi, mon frère aîné, que je respecte beaucoup, Tambwe Mwamba, qui a dit qu'il aurait octroyé une attestation de nationalité à M. Katumbi, et en conséquence, M. Katumbi, sa nationalité ne fait pas l'objet d'aucun doute. Ça, c'est lui. Je ne fais que traduire sa pensée et ces mots qu'il a utilisés. Ce qui est vrai, si on a demandé la nationalité, Katumbi n'a jamais nié que son père, c'est un juif, grec, je ne sais pas, qui vivait en Italie, quelque chose comme ça, et qui investissait, patati patata. Certaines personnes disent, écoutez, bon, une grande majorité disent que sa mère est zambienne. Donc, de par ces deux éléments-là, il n'est pas congolais, par principe. Il n'est pas congolais. Il est né au Congo, semble-t-il. Il a grandi au Congo. Il est un grand investisseur au Congo, comme fut son père. Est-ce qu'il avait sollicité la nationalité congolaise? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais étudié son dossier. Est-ce qu'il avait sollicité et obtenu cette nationalité? Ça, j'ignore. J'avais suivi. De la même manière que... Alors, s'il faut que je donne mon appréciation, ce n'est pas par le fait que le musée Alexis Tambwe Mwamba, pendant qu'il était ministre de la Justice, ce n'est pas parce qu'il lui avait octroyé ces papiers-là qu'il est absolument congolais. Il peut avoir trompé la vigilance des ministres de la Justice. Parce que pour avoir ce document-là, il faut qu'il y ait une étude minutieuse des dossiers. Est-ce qu'il avait fourni
des éléments nécessaires prouvant qu'il était réellement congolais. Ça, j'ignore. Bien plus, je crois que tout le monde l'a toujours suivi. L'a toujours suivi M. Katumbi. Et les gens disent qu'il a d'autres nationalités. Les gens même donnent, prouvent, montrent les passeports italiens ou je ne sais pas, d'autres pays. Nous disons, notre loi dit, la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire, je reviens sur ces points-là, lorsqu'on a la nationalité, par principe, on a la nationalité congolaise, et qu'on a acquis une autre nationalité concurrente à la nôtre, à la nationalité congolaise, on perd sa nationalité. Donc, ça veut dire, dans l'hypothèse où Moïse Katumbi aurait une autre nationalité, et donc, il ne peut pas se prévaloir de la nationalité congolaise. Parce que la nationalité congolaise est une exclusive. Il ne peut avoir, dis-moi pour le moment, il ne peut avoir que cette nationalité-là pour avoir droit au chapitre. Ça veut dire pour être éligible comme candidat président de la République. Et donc, s'il a une autre nationalité en plus de la nationalité congolaise, eh bien, je suis désolé de le dire, il ne peut pas. Oui. Alors, Maître Bernard Takaichi, comment expliquer que le chef de l'État avait envoyé l'ancien conseiller spécial, M. François Béa, sous réserve de M. Pati Katanga, qui est proche de Moïse Katumbi, qui me l'a confirmé, d'apporter les passeports congolais à M. Moïse Katumbi. Et quelle est la valeur d'un passeport en face d'une personne? Non, écoutez, quand on a le passeport dans d'autres pays, je crois même chez nous ici, ça a une valeur de carte d'identité. Par principe. Qui dit l'identité veut dire l'appartenance à un pays. On a délivré le passeport à M. Moïse Katumbi Tshabo. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Oui. On lui a délivré les passeports. Est-ce que ce passeport fait de lui automatiquement congolais? Je ne crois pas. Pas nécessairement. Vous avez dit le passeport, c'est un document qui fait office identitaire, oui. Oui, d'une carte d'identité. L'identité qui montre l'appartenance de cette personne à un pays. Pour dire que non, vous avez un passeport congolais, vous êtes congolais. Pas forcément. Comment? Vendôme est congolais? C'est à moi de poser les questions ici. Non. Il a un passeport congolais et un passeport. Ok. Tout simplement parce qu'on lui reconnaît avoir fait. Ou il a des initiatives du genre pouvant développer. Donc comme un ambassadeur? De ce genre. Ok. Dans ce cas-là, on peut lui donner. Le chef de l'État peut lui donner. Ok. Cela ne veut pas dire qu'il est absolument congolais. Il y a combien de types de passeports d'abord? Passeport diplomatique, passeport ordinaire, passeport de service. Et quel était le passeport qu'on avait donné à Moïse? Ça, j'ignore. Il ne faut pas me poser parce que je n'ai jamais été au cabinet du président de la République. Moi encore membre du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que je sais, M. Katumbi avait eu son passeport. Mais cela ne fait pas de lui automatiquement congolais. Donc l'inquiétude que les passeports pouvaient être au même titre avec Vendôme, Maître Gims et les autres. Peu importe. Oui. Mais à supposer que ce passeport-là lui avait été octroyé en qualité de citoyen congolais. De citoyen, à supposer, ce sont dans les hypothèses. À supposer que ce passeport-là lui avait été octroyé en qualité de quelqu'un qui porte dans la société congolaise. Mais nous pouvons lui dire qu'il était congolais. Mais d'autant plus qu'il a obtenu une autre nationalité, parce qu'il n'a jamais douté de ça. Il n'a jamais nié cet élément-là.
lorsqu'on dit qu'il a acquis d'autres nationalités. Il n'a jamais été devant la justice. Il n'a jamais dit... non. Et par rapport à ces problèmes, comment vous demandez qu'il n'a jamais nié? Parce qu'on ne l'a jamais interpellé pour dire que non, comment vous avez... Non. Maintenant, il y a une occasion où son dossier doit être examiné. Celui qui l'a amené devant la justice doit prouver que ce monsieur-là, en dehors des nationalités congolaises, dont il prétend avoir, il a une autre nationalité concurrente à celle-là. À ce moment-là, la Cour constitutionnelle, ça ne va même pas demander que les gens aillent à l'université pour discuter de cette question-là, étant donné que la loi est claire sur ce point-là, que la nationalité congolaise est une exclusive. Et donc, il perdra et il sera inéligible. Alors, je sais que beaucoup de gens pourront ou beaucoup crier, mais c'est ça ce que dit la loi. Alors, nous devons avoir, et je l'ai toujours dit, et j'insiste là-dessus, suivre la dictature de loi. C'est beaucoup plus important. Il ne faut pas voir des aspects beaucoup plus sentimentaux. Non, parce qu'il est populaire, parce qu'il est ceci. Non, tu sais qu'il en veut. Non, les gens de l'UDPS l'en veulent. Avant d'aller dans les aspects politiques, restons d'abord dans les aspects juridiques. Nous devons être multipulés et nous devons défendre cette thèse-là. Restons dans les aspects juridiques. Dès lors que M. Katumbi pourrait être bénéficiaire d'une autre nationalité, concurrente à la nationalité congolaise, il perd automatiquement la nationalité congolaise. Maître Bernard Takaïche, comme un ancien vice-ministre de la Justice de la RDC, restons dans les hypothèses et parlons droit. Avez-vous trouvé dans les archives de la justice que Moïse Katumbi avait accusé la République démocratique du Congo en étant zambien face à un dossier? Non, écoutez, peut-être que c'est une mauvaise image que nous avons du ministre de la Justice. On n'est pas seulement ministre de la Justice pour examiner, même dans les archives, commencer à... Non, nous cherchons l'information. On traite un dossier lorsqu'il revient, ou lorsqu'on a intérêt quelconque dans ce dossier-là. Mais quand on n'a aucun intérêt, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devais aller chercher les dossiers de Katumbi. Je devais aller chercher les dossiers de ceci ou de cela. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je devais faire. Étiez-vous au courant que Moïse Katumbi aille apporter plainte, être dans un combat judiciaire avec la République démocratique du Congo, lui en étant zambien, en ayant l'identité ou la nationalité zambienne? Parce que ça circule, nous voulons vérifier comme un ancien vice-ministre de la Justice. Aidez-nous. Il y a eu beaucoup de dossiers. Et ces dossiers-là, pendant que j'étais là, je ne l'avais pas examiné. Mais vous l'avez déjà entendu? J'entends comme tout le monde. Comme tout le monde. J'entends comme tout le monde dans les réseaux sociaux et les gens en parlent, et même dans le média, les gens en parlent. Mais personnellement, je n'avais jamais eu l'occasion de traiter de cette question-là. Si je l'aurais, je dirais tout de suite là que quelqu'un qui a traîné la République démocratique du Congo en se disant qu'il est d'une autre nationalité. Alors pourquoi il serait congolais? Pourquoi il se serait prévalu de la nationalité congolaise? Donc il est important que la Cour constitutionnelle puisse revenir sur tous ces faits pour éclairer quand même l'opinion. Non, si moi je donne le principe. S'il est évident que M. Katumbi a une autre nationalité concurrente à la nationalité congolaise, il perdra forcément la nationalité congolaise et en conséquence, il ne sera pas éligible. Alors, pourquoi la personne de Katumbi, comme les opposants le disent, vous dérange? Parce qu'il est populaire? Parce que c'est un homme qui a un bilan à présenter? Je suis quelqu'un qui a l'air... Vous pensez vraiment que je suis quelqu'un qui a l'air d'être dérangé par la Vous êtes de l'UDPS, vous avez dit je ne crois pas. Oui, vous êtes de l'UDPS. Hein. Justement, je suis de l'UDPS. Vous avez dit ici que vous n'agissez pas par procuration, APJ au peuple de juger. Est-ce qu'il a analysé comme un homme de droit ou comme un homme politique? C'est à vous de garder cette émission, hein, parce que c'est un scientifique. Alors, il y a les opposants qui pensent que vous avez peur
de Moïse Katumbi parce qu'il est populaire. En écoutant même Alexis Thambwe Mwamba, il dit qu'il faut laisser l'homme compétir. Mais pourquoi vous amenez ces dossiers aujourd'hui sur la table? On dit même les gens qui ont déposé leurs requêtes, ils sont sous-traités par vous. Vous savez, M. Delphin, selon les opposants. J'ai aimé votre expression. J'ai aimé votre expression. Non, écoutez, nous, de l'UDPS, nous n'avons peur de rien et de quiconque. Vous avez parlé de, quand je dis que j'ai aimé votre expression, les opposants. Ok. Bon, moi, peut-être que j'ai une autre perception de l'opposition. Et c'est peut-être que bon, d'autres personnes ont d'autres perceptions de l'opposant. C'est quelqu'un qui avance des idées contraires et qui a une autre philosophie par rapport au développement, par rapport par rapport à la manière dont l'État doit émerger. Il est opposant. Et notre opposition ici voit tout en noir. Tout en noir. Et c'est ça le drame. Ils ne prennent pas de choses. Ils disent, écoutez, bon, quand on est opposant, moi je regarde. Où est-ce que le gouvernement a failli? C'est ce point-là. Mais là où, si c'est pour l'intérêt du pays, j'applaudis. La gratuité de l'enseignement, pour ne donner que cet exemple-là. Okay. La gratuité de l'enseignement. La Constitution congolaise a été votée, l'actuelle bien entendu, en 2006. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de la gratuité d'enseignement? C'est à peine. En 2018? Non. Non, pas en 2018, parce que Moïse Katumbi dont vous parlez ici, que vous avez peur. C'est à peine. C'est avec notre régime qu'on a Moïse Katumbi avait commencé cette gratuité. Non, ça n'a jamais. La gratuité. Ça n'a jamais. Oui, jamais. Oui. C'est nous qui avons commencé avec la gratuité. Okay. C'est nous. Alors que si nous avions commencé avec cette gratuité, ça aurait pris une autre allure maintenant. Les choses seraient stables et allaient sur les bonnes bases. Mais nous sommes en train de nous battre pour stabiliser et aller de l'avant. Nous avons commencé. Le système LND. Oui. C'est depuis longtemps. Mais cette réforme-là, ou cette réforme-là, traînait dans les tiroirs des gens. Il a fallu que nous venions pour que nous puissions bousculer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais nous ne devons pas dire, écoutez, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, on croise les bras. Vos avancées sont minimes. Nous commençons à vos avancées sont minimes, le peuple ne constate même pas ça. Dans 5 ans, comme avait dit le ministre, excusez-moi, je vais terminer mon raisonnement, au bout de 5 ans, même si nous ne pensons pas, au bout de 5 ans, avec les autres, si c'est nous, tant mieux, on pourra stabiliser ce système-là. Mais au début, chaque début a toujours été difficile. Okay. Donc voilà ce que j'étais en train de dire. Donc je n'ai pas peur ou l'UDPS en général n'a pas peur d'une quelconque candidature d'un opposant. Merci. Non, parce qu'ils ne peuvent rien nous reprocher. L'UDPS ne peut pas avoir peur parce que même le chef de l'État a compris que l'UDPS ne peut rien faire pour lui. Il s'est présenté comme candidat indépendant parce que l'UDPS d'aujourd'hui est tellement faible. Alors, Maître Bernard... non, je ne vous laisserai pas continuer sur cet angle. Il ne s'est pas présenté comme candidat de l'UDPS. Non, je ne vous laisserai pas aller dans ce sens-là. Pourquoi Pourquoi je ne peux pas vous laisser aller dans ce sens-là? Il n'est pas candidat de l'UDPS. N'est pas pour autant faible parce que le président de la République est allé en indépendant. Oui. Non. Non. Le président de la République, c'est une icône. C'est quelqu'un qui est soutenu par plusieurs personnes. Et s'il partait sous le label de l'UDPS, uniquement qui est son parti politique, naturel, les errer les autres qui le soutiennent. Voilà pourquoi il a estimé, pour ne pas léser les autres, et parce qu'ils lui ont fait confiance, il continue à lui faire confiance, eh bien, il doit aussi montrer qu'il doit leur faire confiance. C'est dans ce cadre-là que le président de la République a estimé bon de rassembler, d'être un rassembleur, d'être au-dessus de tout le monde et se présenter sous ce label-là. Donc c'est un choix stratégique. Donc c'est un choix beaucoup plus stratégique, politique. Il y a certains combattants qui pensent que le chef de l'État ne les considère même pas
il est le produit de l'UDPS, mais s'il nomme plus les gens du FCC, les autres regroupements. Même les gens de l'UDPS ne se retrouvent pas trop sous votre régime. Je ne sais pas si le chef a oublié le combat des autres. Mais Maître Bernard Takaïché, il y a quand même un candidat président de la République qui est jeune, courageux, M. Seski Kouni, qui a aussi déposé sa requête contre la CENI en citant votre champion, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qu'on puisse disqualifier, qu'on enlève même son nom, parce qu'il y a une vidéo, son nom est compliqué. Merci beaucoup. C'est mon jeune frère de la tribu. Je loue son courage. Je loue comme. C'est encouragé. En fait, quand quelqu'un se présente déjà comme candidat de la République, c'est qu'il a un courage. Il a perdu ses 100 000 $, vous pensez ça j'ignore. Je ne sais pas s'il a payé, mais la dernière fois, lors des élections passées, de l'élection présidentielle passée, de 2018, il avait payé sa caution. Mais malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'il avait fait sa campagne. Est-ce que c'est dans sa maison ou je ne sais pas comment. C'est ce qu'il est connu. Je ne sais pas il est connu. Non, il est connu parce que... J'ai l'impression qu'il avait fait ça dans les réseaux sociaux. Parce que vous parlez de lui. Il est connu. C'est tout à fait normal. Et moi, je le connais comme tel. Mais quand bien même que je n'ai pas... Il est fort dans les réseaux sociaux et dans les tweets. Je n'ai jamais eu le temps de le rencontrer. Je loue son courage, je disais. Mais bon, des fois, il y a des choses il y a des vastes blagues. Vous dites Vaste blague. Comment ça? Je ne sais pas. C'était un monsieur sérieux. Quelqu'un. Bon, je ne sais pas en quoi il est sérieux. Sur ce point-là, bon, il peut être sérieux. Mais sur ce point-là, il n'a pas montré combien de fois il est sérieux. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, est président de la République. De la République démocratique du Congo. Président de fait. Pas il est président de la République. Pas de fait. Pourquoi on parlerait de fait? Il est président de la République, connu internationalement et nationalement. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que celui-là. Et qui voudrait renouveler son mandat. Il n'y en a pas deux. Sur base de quoi il va dire que ces mesures-là n'est pas... Les noms du président de la République, Seth Kikouni, semble avoir des problèmes pour... les noms, qu'est-ce qu'il reproche au nom? Excusez, moi, je suis le seul dans ma famille. Je suis le seul. On m'appelle Takaïché. Mais par contre, parce que les noms de la famille, mais par contre, tous les autres, même mes enfants là, ils s'appellent tous Takaïsi. Même mon grand frère qui est professeur à l'université, les doyens Takaïsi, on les appelle Takaïsi. Comprenez? Pourquoi on m'appelle Takaïsi? Il y a beaucoup de choses qui ont fait que je puisse arriver à ce qu'on m'appelle Takaïchi. Si je vais changer ces noms-là, j'ai une procédure. Il y a une procédure. On ne dit pas que, bon, ce qui est vrai, la loi, les noms étaient immuables, mais on peut le changer. Il y a une procédure. Il ne doit pas reprocher à Tshisekedi d'avoir initié une procédure de changement de nom ou de correction des noms. Mais il a été élu sur base de ces noms-là. Peu après, s'il a trouvé qu'il y avait un élément de son nom qui faisait défaut, où il fallait corriger, où il fallait ajouter, pourquoi on lui refuserait? Donc ce n'est pas... S'il a suivi cette procédure. Ce n'était pas en violation de la non, République. Pourquoi? Parce que la loi le permet. Donc c'est une distraction. C'est ça, c'est une vaste blague. Bon, je ne sais pas quels sont les éléments qu'il a à sa possession qui ont milité pour qu'il puisse aller devant la Cour constitutionnelle poser cette problématique. Mais je me dis que je peux changer mon nom si je trouve que mon nom a un caractère injurieux, a un caractère pas correct, où il y a des moqueries et autres. Des moqueries, ou si je peux corriger
parce qu'il y a eu une petite erreur, ou il y a eu quelque chose, ou il y a eu omission, il y a possibilité que nous puissions changer. Merci, Maître Bernard Takaichi. On est en train de discuter avec vous. Prenons ce sujet, c'est aussi important. Il y a eu les nominations dans l'armée. On a bougé un peu. Il y a eu la déclaration de John Numbi, la déclaration de Corneille Nangaa, le Ouazalène d'aujourd'hui. Tout cela. Mais d'entrée des jeux, Edi Kapen fait son comeback dans l'armée. Un règlement de compte avec la famille Kabila ou la République avait besoin de son expertise? Bon, j'estime qu'on nomme pas quelqu'un pour nommer. On nomme quelqu'un si on trouve en lui qu'il y a une expertise nécessaire pour servir la nation. Je crois que c'est ça ce qui a milité pour qu'il soit nommé. Un condamné? Condamné comment il a été gracié? C'est un condamné. Il avait obtenu la grâce présidentielle. Est-ce la grâce présidentielle enlève la condamnation? Je ne voudrais vraiment pas aller sur ce terrain-là, mais j'aurais voulu que nous parlions. C'était sous votre époque. Oui, évidemment, il a été Edi Kapen a quitté la prison sous votre époque. Vous étiez vice-ministre de... Par une grâce présidentielle. Grâce présidentielle, vous êtes la bonne personne. Je ne l'ai pas nié. Oui. Est-ce la grâce présidentielle, parce que vous êtes la personne qui avait exécuté cette grâce présidentielle, mais bien sûr, enlève la condamnation? C'est comme ça que je dis que je ne voudrais pas entrer sur ces... Je vous pose la question. Polémiques. Vos étudiants vous suivent? Évidemment, oui. Et il ne faut pas... Je vous donne tout simplement le principe. Ok. Ok? Je donne le principe à vous ou à la population de juger. Mais je sais que lorsqu'on a été condamné, ok? Comme lui, Edi Kapen, il était dans l'armée et on lui a même chassé, je ne sais pas, de l'armée, quelque chose comme ça. On a ôté ça. Et il a été condamné. Au bout d'un certain moment, il a été gracié. Après une procédure, il a été gracié. Nous devons faire la différence entre la grâce présidentielle et l'amnistie. Ok. La grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. La condamnation reste. Par contre, l'amnistie, qui est une loi votée au Parlement, ça efface la condamnation et qu'il pouvait. Dans le cas d'Edi Kapen, c'était la grâce ou l'amnistie? C'était la grâce présidentielle. Ce qui veut dire la condamnation n'était pas effacée. Laissez-moi d'abord. Ok. Mais lorsque nous suivons Edi Kapen en train d'expliquer les dossiers, qu'il n'y a jamais eu une décision de justice qui les condamnerait et qui s'était pourvu même, je ne sais pas, porter l'affaire en dehors du pays. À la cour africaine de justice, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Et que cette cour-là s'était décidée, avait pris une option, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut lui... Si réellement cette décision-là n'existait pas, c'est qu'il est supposé n'avoir jamais été condamné. S'il vous plaît. C'est ça ce que ça veut dire. Moi, je donne le principe. S'il vous plaît, Maître Bernard Takaichi. Et si tel est le cas, et donc le président de la République avait toute la possibilité. S'il vous plaît, Maître Bernard Takaichi, il ne faut pas nous livrer à un spectacle désolant. Vous êtes un homme intelligent. Il ne faut pas me dire que ce qu'Edi Kapen, s'il vous plaît, je crois vous avoir donné les principes. Ce qu'Edi Kapen a dit vous a surpris parce que vous, en cherchant à gracier quelqu'un, et sûrement sur votre table, il y avait son dossier pour vérifier. Quand vous avez vérifié les dossiers d'Edi Kapen, avez-vous vu la condamnation ou pas? Moi, je n'avais rien vu. Je n'avais rien vu. J'ai trouvé qu'il était en prison et qu'il y avait une procédure qui était suivie et qu'il fallait qu'il obtienne cette grâce-là. Donc, et il l'a obtenue. Comme l'ancien vice-ministre de la Justice, la personne qui a exécuté la grâce présidentielle, sur votre table, il n'y avait pas la condamnation. Edi Kapen n'était pas condamné. Il n'y avait pas une condamnation. On supposait tous qu'il était condamné, on supposait tous. Non, et qu'à conséquence, parce qu'il ne pouvait pas rester éternellement là-bas. Ne me répondez pas comme un Congolais lambda.
vous avez à gérer, je répète ma question, sur votre table, il n'y avait pas la condamnation. Je crois vous avoir dit d'entrée de jeu que je ne voudrais pas aller sur ce chemin-là. Je vous ai donné le principe pour une amnistie et une grâce présidentielle. Il appartient à la population de juger. Mais ce que j'ai évoqué ce que M. Kapende avait dit, c'est pour soutenir ses prétentions. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Merci, Maître Bernard Takaichi. Donc, si on pouvait parler... Donc, on nous a menti pendant 20 ans qu'Edi Kapende avait une condamnation. En réalité, c'était une prisonnier politique. C'était un prisonnier politique. Oui, c'était un prisonnier, voulais-je dire, c'était un prisonnier politique de l'ancien régime. En fait, moi, j'ai cette conviction-là, au regard de ce qu'il a toujours clamé. Je me dis que c'était un prisonnier politique. Donc, en les nommant, le chef de l'État l'a nommé, le chef n'a pas violé la Constitution, mais il y a quand même un élément à titre exceptionnel. Sa nomination fait l'exception. Pourquoi? Quelle exception? Oui, on dit exceptionnellement. Dans sa nomination, il y a une motivation comme ça. On a parlé de... Je n'ai pas encore lu l'acte de sa nomination. Ok. Peut-être qu'il est exceptionnellement parce qu'il n'était plus dans l'armée. Ok. Et qu'on l'a ramené dans l'armée et on lui fait monter le grade. C'est exceptionnel. Merci. Maître Bernard Takaichi, pensez-vous que... Vous aviez parlé de Nanga. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Okay. Et parlons d'abord de l'armée. Vous avez dit ici que Edi Kapende peut servir la nation. Mais nous avons un problème avec le Wazalendo. Vous prenez les armes, vous donnez aux civils pour que le civil se fasse tuer. C'est des attitudes d'un gouvernement responsable? Non, écoutez, nous devons faire la part des choses. Il ne faut pas citer Vous savez, quand vous posez des questions là, les gens nous suivent et ils croient peut-être que ce que vous êtes en train d'avancer là est vrai, forcément. Mais c'est ça que l'autre côté... Malheureusement, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai suivi une vidéo. Bon, c'est Pietre là, je ne fais pas sa promotion. Ngoma, Monsieur Ngoma, qui montre les armes en disant que c'est des armes... Je vais vous dire d'abord une chose. Qu'il faut louer la bravoure, le courage de nos frères de l'Est. En général, et particulièrement de deux provinces là, Sud et Nord Kivu. Vous avez déjà entendu parler de Maï Maï depuis des années. Même à l'époque de Mobutu. De Maï Maï. Ces gens-là ont lutté pour que cette partie du territoire ne soit pas prise par le Rwanda. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda a toujours envié cette partie du territoire. Le Rwanda a toujours envié cette partie du territoire et il s'est toujours battu pour la prendre. Mais qui sauve cette partie? C'est toujours ces gens-là. Hier, on les appelait de Maï Maï, qui se battaient à main nue presque, avec des armes de fortune, des armes blanches, des flèches. Ils se battaient. Parce qu'ils disent, et à raison, que s'ils perdaient cette terre-là, ça sera fini pour eux. Ils seront des gens sans terre, alors que c'est leur terre naturelle qui est envahie. Vous voyez, quand ces gens-là continuent sur la même lancée, vous allez me dire que non, nous, le gouvernement a donné des armes à des individus pour faire. Pourquoi vous devez toujours les Congolais? Pourquoi nous devons toujours dire, lorsque quelqu'un prend une position, dit non, il a été instrumentalisé? C'est comme si nous avons perdu les raisonnements. Donc Takaichi n'est plus Takaichi lorsqu'il défend tel. Non. Je reste Takaichi avec mon raisonnement. On n'est pas toujours ou forcément instrumentalisé. Ces gens-là ont toujours eu cette attitude depuis des années.
Donc c'est pas nous. Et lorsque cette situation s'est amplifiée, vous pensez que ces gens-là, vous pensez vraiment que ces personnes-là doivent croiser les bras et voir les gens, les Rwandais, en train d'envahir leur territoire, en train d'occuper en train de tuer Non. Ils font la même chose. S'il faut le soutenir, moi je suis le premier à les soutenir, à les encourager. Si j'avais le moyen suffisant, je pouvais mettre à leur disposition. Donc vous confirmez que M. Ngoma a raison, que l'armée congolaise les a donné les armes. Je ne dis pas parce que je ne suis pas... D'abord, je ne suis pas dans le gouvernement pour en savoir un peu plus. Et puis je n'ai jamais vu que le gouvernement donne des armes à ces gens. Donc c'est un mensonge. Et même si on leur donnait, c'est tout à fait normal. Mais c'est une bombe, non? Mais c'est une bombe. Donc vous mettez... Moi j'encourage... Vous mettez des civils devant parce que les FARDC n'arrivent pas à bouter l'ennemi. Vous associez maintenant les civils pour qu'ils se fassent tuer. Vous pensez qu'il faut aller à Kibumango simplement pour savoir se battre? Ce sont des gens qui se battent chaque jour, nuit et jour. Donc ils ont une formation armée naturelle. Ils sont formés, ils se forment chaque jour. Ces gens-là. Ils se forment chaque jour. Donc le gouvernement ne condamne pas, vous aussi vous ne condamnez pas. Je ne peux pas condamner la bravoure de ces nationalistes. Je ne peux pas condamner. Merci. Ce sont des gens qui se battent pour nous tous. Parce que moi je peux quitter aussi, je peux quitter aujourd'hui ici à Kinshasa ou chez moi dans le Maniema, mais aller rester au nord au sud. Mais l'armée congolaise fait toujours des replis stratégiques. C'est parce que cette armée est incompétente ou bien comment? Non, je ne crois pas que l'armée soit compétente. C'est tout simplement, il y a un problème. Nous avons, le président de la République est en train de privilégier la diplomatie parce que la guerre, on sait comment est-ce qu'on peut la commencer, c'est pas comment est-ce qu'elle peut terminer. C'est la honte du régime. Non. Les opposants ne sont pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Vous voyez ce qui se passe en Israël aujourd'hui, vous pensez que les Israéliens... Je vais vous dire une chose. Ce qui se passe en Israël, est-ce que vous avez suivi, je crois hier ou avant-hier, ce qui s'est passé vers Bumba, Mumba, quelque chose comme ça? Vous savez ce qui s'est passé? Ces gens-là, ces barbares-là de Rwandais, ont tenté de déborder. Qu'est-ce que l'armée a fait? A répondu avec force. C'est pour montrer qu'on ne blague plus. Ça, ce n'était plus une question des Wanzalènes. C'était l'armée qui a attaqué jusqu'en profondeur. Simplement que nous privilégions la diplomatie, la paix sans effusion de sang. Mais parce que ces gens-là nous sont en train de nous pousser, il ne faut pas croire que notre armée, comme elle était toujours faible. Non, non. Maintenant, même les types le Rwandais là, vous appelez que nous avons des scouts, on n'a pas l'armée. Vous avez suivi que l'armée a dit, le président de la République a mis tous les moyens nécessaires pour bouter l'ennemi dehors. Et n'attend qu'un coup de sifflet. Mais quand les Rwandais, les fameux de M23 là, ont tenté de faire une incursion, ils ont senti le feu. Et ils se sont repliés. Et il y a des cadavres. Et ces gens-là ne respectent pas. Et ces gens-là ne respectent pas les accords, mais vous êtes les premiers à respecter les accords. Écoutez, nous sommes vous laissez quand même le peuple être égorgé. Nous sommes un pays respectueux de droit international. Nous sommes un pays respectueux de tous les principes de droit international et nous ne pouvons que nous en tenir. Mais la limite, la patience a ses limites. Vous voyez, la patience a ses limites. À un certain moment, on va se dire, écoutez, trop c'est trop. Il n'y aura plus les moments parce qu'il vous reste un mois. Il n'y aura plus les moments parce qu'il vous reste un mois et quelques jours pour que l'UDPS puisse quitter le pouvoir. Et je suis sûr peut-être Martin Fayoulou et les autres vont récupérer l'affaire. Je ne vois personne parmi les candidats là qui peut faire face à notre candidat. Fayoulou, Sessanga. Je ne vois pas. Moïse Katumbi et les autres. Mukwege même. Je ne vois pas un seul candidat parmi ces 23 là qui peut faire face à notre candidature. Mais docteur Mukwege a un carnet d'adresse. Mukwege, vous voyez le François Hollande venir les rendre visite. C'est quelqu'un qui peut vendre valablement notre pays sur le plan diplomatique. Vous pensez que si je faisais beaucoup de bruit dans les médias et que Mélenchon ne peut pas venir me voir ou François Hollande ne peut pas venir me voir? C'est le cas de Mukwege? Justement. Merci. Quand on dit, parce que j'ai suivi, quand il parlait, non, on dit les candidats c'est pas parce qu'on a vécu en Europe, ou ne sait pas moi là, qu'on est de la diaspora, qu'on est le candidat de tel. Non. Quand on est un candidat qui est porté et soutenu, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on est candidat de blanc.
Donc c'est un candidat de blanc? Moi je sais, je confirme que Mukwege c'est un candidat de blanc. C'est ça qu'a dit au chef de l'UDPS. Les cas du chef de l'UDPS. Je ne le dis pas en tant que l'UDPS, je le dis en tant qu'humain. L'UDPS a fait circuler des mensonges. Il a fait beaucoup de bruit, tout ça. Et maintenant, il sait qu'il a des soutiens un peu partout. Il a des soutiens de certaines chancelleries et patati patata. Et il croit qu'il peut être aussi populaire à l'intérieur. C'est ça la stratégie de l'UDPS, selon les gens de Mukwege. Vous avez circulé autant de bruit ici que Mukwege, il est en train d'encourager les gens et autres. C'était un problème peut-être des Français, l'UDPS, parce que je sais qu'il n'y a plus de Moubaké, il n'y a plus assez de gens intelligents. Il n'y a plus assez de gens intelligents là-bas. C'est un problème peut-être des Français qui a dérangé les gens. Donc vous le considérez, même nous qui parlons ici, nous ne sommes pas intelligents? Non, j'ai dit peut-être c'était un problème de Français parce qu'il n'y a plus de Moubaké, les Tchibala et les autres. Il reste peu d'hommes intelligents là-bas. Il n'avait pas dit transgenre, il avait dit genre. Non, transgenre, c'est ça que les gens de Mukwege, ils ont dit que vous avez un problème. Non, c'est peut-être que c'est vous qui n'avez pas bien compris. Et ils ont dit vous avez un problème. Transgenre, c'est autre chose. Transgenre, c'est autre chose. Et lorsqu'on parle de l'homosexualité, tout ça, et ainsi de suite, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, il ne faut pas entrer dans ce genre de... Qu'avez-vous compris quand vous voulez parler du genre? Moi, je n'ai jamais parlé d'abord de problème de genre, moi personnellement. Qu'avez-vous compris? Mais moi, si, à supposer qu'il avait une autre perception du genre dans le sens de la masculinité positive ou féminine. Tout ça, c'est autre chose. Mais pourquoi cette récupération politique salir la personne? Il y a même des pasteurs qui ont relayé le message, commencé même à chasser les démons de Mukwege. Mais c'est compliqué. Peut-être qu'il a donné. Vous savez les concepts que nous utilisons. Les concepts que nous disons, s'il n'a pas de contenu, c'est nul. Ça ne vaut rien. Donc, il faut que l'expression, les concepts que nous utilisons aient un terme, aient un contenu. Peut-être qu'il a donné des explications par rapport à ce qu'il lui a appelé genre. Et en conséquence, on peut considérer comme les autres sont en train d'interpréter. Mais par contre, s'il a une autre perception de genre, pourquoi il doit introduire, lui, la notion de genre, alors que la notion de genre est... Merci. Il parle de l'introduction du concept genre. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Le concept de genre est défini dans... Il n'était pas incompris. Non. Donc c'était dans ses pensées. Il ne pouvait pas dire qu'il va introduire la notion de genre. Il pensait autre chose. Peut-être lapsus. Non, écoutez, bon, en fait, c'est ça ce qui fait que les gens puissent le suivre sur ce terrain-là. La notion du genre est constitutionnelle. C'est connu de tout le monde. Nous avons même tout un ministère du genre. Alors, regardez la caméra. J'aimerais que vous puissiez quand même éclairer les gens. Mais je sais que vous êtes un homme sincère comme Corneille Nangaa l'est aussi. Et John Numbi, je ne crois pas. C'est un homme qui est en cavale. Je me rappelle, j'ai reçu le professeur Bouchab qui dit on ne peut pas faire confiance aux gens qui sont en cavale. Le professeur Bouchab. Mais Nangaa, il a quand même cité 3 présidents africains qui étaient là quand lui rédigeait l'accord de paix. Parce que l'accord là, c'était pour vous protéger, vous, l'UDPS et l'ancien régime, selon plusieurs sources. Vous savez, je crois m'être encore prononcé sur ce point, par rapport à ce point sur ce plateau. Monsieur Nangaa a fait la honte des gens intellectuels de ce pays. Il a fait la honte des gens, de nos dirigeants, de certains dirigeants de certaines institutions de ce pays. Ayant été président de la CENI, de cette institution d'appui à la démocratie, CENI, ne pouvait pas se comporter tel que. Et moi, je considère ces propos comme une haute trahison. Et c'est comme ça que vous voyez, il est en train de balbutier. Des fois, il dit ceci aujourd'hui, le lendemain, il dit autre chose. Et on lui pose la question, parce que moi, je l'ai suivi sur France 24. On lui pose la question, l'accord est intervenu quand? Et c'était quoi? C'était par rapport à quoi? Vous savez, il a balbutié. Ça, c'est du n'importe quoi.
On ne peut pas chercher la popularité derrière le mensonge, derrière des choses pas correctes. C'est monsieur, si ça ne dépendait que de moi juge qu'il est, ou président de la République, ou ministre de la Justice, je pouvais faire demander au procureur général, après la cour d'appel, de les poursuivre pour haute trahison. Nanga. Oui. Et d'être sévèrement condamné. Sévèrement condamné. Quand vous parlez de sévèrement condamné, vous voulez dire quoi? On ne peut pas mettre son pays dans une situation inconfortable, internationalement parlant. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que on est en train d'affaiblir notre pays. C'est comme qui dirait, il est en train de scier la branche sur laquelle lui-même est assis. Non, Nanga dit c'est mal la vérité. C'est malheureusement. Nanga dit ça part de vérité parce que vous avez arraché ses mines. Vous avez arraché ses mines. Il a dit qu'il y aurait un accord. Prenons l'hypothèse où il y avait cet accord-là. Mais on lui pose la question, cet accord est intervenu quand? Avant ou après? Il ne dit rien. Donc, on lui dit, est-ce que cet accord disait que c'est quelqu'un d'autre qui avait gagné ces élections? Lui-même le dit. La CENI avait proclamé la personne qui est là comme président de la République et cela a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il devait encore dire? Pourquoi cette sortie médiatique? Si cela, ce qu'il a dit là, ça ne passe. Donang a peut-être considéré comme un aventurier de la République. C'est un très mauvais aventurier. Non, un aventurier. Il ne faut pas dire un aventurier. Un mauvais aventurier. Et c'est comme ça que je dis. Ces messieurs devaient être poursuivis pour haute trahison. Être sévèrement condamnés. J'aurais souhaité. Quand il dit non, on m'a arraché, on m'a enlevé la garde. Il était en insécurité. C'est tout à fait normal. Il devait avoir, lorsqu'il devait garder sa casquette d'ancien président de la CENI, il devait avoir sa garde. Mais il est sorti de cette casquette-là pour prendre une autre casquette. Pourquoi on devait lui laisser cette garde-là? Mais il avait la possibilité, excusez-moi, mais il avait la possibilité de demander maintenant lui-même. Il demande, il y a toute une unité de la police. Il devait demander. Et peut-être on lui donnerait 2 ou 3 gardes. Merci. Merci, Maître Bernard Takeishi. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire? On ne l'avait pas dit pendant l'émission. C'est aussi votre mot de la fin. Non, je disais tout simplement que nous devons nous faire confiance. D'abord, nous, personnellement, nous devons nous faire confiance. Faire confiance au président de la République. Parce qu'il est en train d'accomplir des choses incroyablement beaucoup plus avancées. Pourquoi je le dis? Parce qu'au bout de 4-5 ans, il a fait plus que ceux qui ont fait plus de 18 ans au pouvoir. Et si nous lui accordons encore un autre mandat, je sais que nous ne sommes pas encore pendant la période de campagne, et si nous lui accordons, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours défendu ça, j'ai toujours dit que c'est monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme volontaire. Il aime son pays et il veut que ce pays. Mais simplement, il y a des impératifs pendant la gestion, il y a des impératifs, il y a des problèmes auxquels il est buté et il doit faire face, Et c'est ça ce qu'il est en train de faire. Il a voulu et il veut la paix. Vous avez vu qu'il a été dans tous les forums, dans toutes les réunions du monde pour que la paix revienne au Sud Kivu et à Ituri. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire pour le moment. Il a doté de moyens suffisants à notre armée pour qu'elle fasse face à cette agression-là. Mais simplement, pour le moment, nous sommes encore des privilégiés de cette diplomatie, mais il y a déjà une mise en garde sévère. Et je pense que si nous lui donnons encore cette possibilité, ça pourra être quelque chose de bénéfique pour les Congolais. Merci. Merci, Maître Bernard Takeishi, je précise.
que c'est un notable de Maniema, candidat député national au cadre de l'UDPS. C'est un ancien vice-ministre de la Justice sous le patronat de M. Ilunga Ilunkamba, Premier ministre. Il est là, il a dit sa part de vérité. Le plateau reste ouvert à tout le monde. Si vous sollicitez un droit de réponse, nous allons vous recevoir. Suivez la rediffusion de cette émission à 23h et puis abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision et notre RDC est possible. Au revoir.